L'OM a tout vécu, de la gloire au sommet de l'Europe jusqu'aux moments les plus sombres du football français. L'héritage de Marseille s'est forgé au fil de ses histoires marquantes, de ses protagonistes qui sont encore gravés dans les mémoires aujourd'hui, qu'ils soient joueurs, entraîneurs ou à la présidence. L'OM a aussi toujours nourri une relation particulière avec la cité phocéenne, et nulle part ailleurs en France un club de football a autant concerné habitants, entreprises, voire les institutions politiques de la ville. Le peuple marseillais est garni de fervents supporters, parfois durs, mais qui savent soutenir mieux que personne leur équipe lors des matchs cruciaux. Bref, partons aujourd'hui à la découverte de l'incroyable histoire de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille est fondé en 1889 par le premier président du club, René Dufort de Montmirail. Le choix du nom, l'Olympique, était assez original pour l'époque. L'Olympique devait être un nom moderne faisant référence aux premiers Jeux Olympiques en 1886. Alors, pourquoi une telle référence finalement aux Jeux Olympiques alors que le football n'y était à l'époque même pas un sport représenté? Simplement car au départ, l'Olympique de Marseille n'est pas qu'un club de football, ni pratique l'escrime, la boxe, le tennis, et finalement c'est plutôt au rugby que l'OM brille à son origine. Le football, lui, n'arrive que 13 ans après la création de l'OM en 1902, où le premier match aura lieu contre l'Union Sportive Phocéenne. Au fil des années, le club de football de Marseille commence à se faire un nom, mais à l'échelle régionale seulement, remportant à plusieurs reprises le championnat du littoral. À l'époque, le football est davantage reconnu dans un autre pays, l'Angleterre évidemment, et ce sont les Anglais qui sont venus populariser le sport en Europe lors de la Première Guerre mondiale. Ils ont été les premiers à jouer au football dans les tranchées pour passer le temps lorsque les combats n'avaient pas lieu, et on rappelle que la Première Guerre mondiale était une guerre de position avec de longs moments où finalement il ne se passait rien, où il fallait simplement passer le temps. Très vite, les soldats anglais, français, italiens se mirent à imiter les Britanniques. Voilà comment le football a pris son essor en France, avec notamment la création de la Fédération française de football association en 1918. Car mine de rien, les soldats revenus au foyer ont voulu continuer à jouer au foot après la fin de la guerre. Et dans ce contexte, l'OM prend une vraie dimension nationale dans les années 20, grâce à notamment son nouveau président, Marino Dalla Porta, qui attire en terre phocéenne des joueurs réputés, Édouard Crute, Jean Boyer, des noms qui parlent assez peu aujourd'hui, mais on se rappelle que c'était il y a quasiment un siècle finalement. Marseille remporte son premier trophée national en 1921, vainqueur de la Coupe de France, mais l'OM va surtout franchir un palier de concert avec un nouvel événement en France, l'arrivée du professionnalisme. Alors que le football anglais est déjà professionnel depuis 1885, la France a attendu le début des années 30 pour voir ce changement. En 1932, le football devient professionnel et la fédération crée le premier championnat national professionnel. Ce championnat est ouvert à 20 équipes du territoire, dont l'OM qui obtient en conséquence le statut de club professionnel. L'entrée en matière est plutôt réussie avec une solide deuxième place pour la première saison, troisième place la saison suivante. Marseille sera aussi finaliste en Coupe de France mais sans gagner. Faudra donc attendre la troisième saison en pro pour voir un trophée remporté. Victoire sans scrupule 3-0 contre Rennes au stade Yves du Manoir à Colombes en région parisienne. Et pour la petite histoire, la soirée post-victoire ne se passe pas comme prévu. Les joueurs marseillais fêtent comme il se doit dans les bars de la ville leur victoire, la Coupe de France à la main. Un moment, dans la nuit, les Olympiens sont interpellés par un groupe d'individus. Le ton monte, les deux bandes en viennent aux mains. Cet échauffouré ne manque pas d'attirer la police qui ne s'embarrasse pas et emmène tout le monde au poste. Le statut des Marseillais, joueurs professionnels, champions de France, n'y changera rien. Voilà comment la Coupe de France passera une nuit dans la cellule d'un commissariat. L'OM connaît à ce moment sa vraie première bonne période au niveau pro et la forme de son attaquant, Joseph Alcazar, n'y est pas anodine. Plus communément appelé Pépito par les supporters, on peut dire qu'il est la première légende marquante de l'histoire phocéenne, attaquant de renom qui inscrira 138 buts en 193 matchs, une statistique assez ironique pour le premier joueur africain de l'OM qui, pour l'anecdote, a fait ses débuts en tant que défenseur central. Lors d'un match amical, il est essayé comme attaquant, il inscrira un quintuplé, de quoi faire changer d'avis son entraîneur qui le laissera à ce poste d'Inter jusqu'à la fin de sa carrière. Alcazar partira pour l'Olympique lillois, mais le transfert de sa vedette n'empêche pas l'OM d'obtenir son premier titre national, remporté au goal à virage contre son dauphin, Sochaux. Marseille déménage surtout à ce moment dans un nouvel antre, le stade Vélodrome de Marseille, et il faut savoir que ce nouveau lieu sera difficile à accepter pour les supporters, très attachés à l'ancien stade, le stade de Luvone, pour lequel ils avaient participé au financement dans les années 1920.
Les années 50 sont synonymes de quelques saisons difficiles pour l'OM, celle de 1952 où il termine 16e, celle de 54 où il termine 14e, ou encore celle de 58 où il termine 16e encore. Ces saisons ratées contrastent finalement avec le grand succès d'un attaquant, Gunnar Andersson. L'attaquant suédois n'était pas le premier scandinave à rejoindre l'équipe, mais le premier dans de telles circonstances. Repéré lors d'un tournoi à Barcelone avec son équipe de Göteborg, Gunnar Andersson signe à l'âge de 22 ans à l'OM le 8 décembre 1950, alors qu'il voyage dans le train direction Marseille. Le Suédois reçoit un curieux télégramme. Le message lui demande de descendre à la gare d'Avignon, où un taxi l'attend pour le conduire jusqu'à la ville phocéenne. Le néo-marseillais s'exécute, descend à la station d'Avignon et est accueilli par deux journalistes, Raymond Gimel et Lucien Dapot. Le Suédois ne le sait pas, mais il vient littéralement d'être kidnappé par les deux journalistes qui ne faisaient pas du tout partie des plans. Ces derniers voulaient surtout avoir le privilège d'être les premiers à interviewer la pépite suédoise. Ça ne manque pas, ils assaillent de questions Gunnar Andersson sur son passé, le tournoi de Barcelone et la manière dont il se projetait à l'OM. Le faux taxi arrive à Marseille, il dépose Gunnar à son hôtel tandis que le comité d'accueil qui lui était réservé à la gare Saint-Charles attendra toujours l'arrivée de la nouvelle recrue. Andersson est rapidement piqué par le virus marseillais et le Suédois mène une vraie vie provençale, consommateur d'une certaine boisson jaune, qui le mènera à sa perte d'ailleurs un petit peu plus tard. En attendant, il brille sur le terrain, un buteur hors pair clinique, surnommé 50% par les supporters et la presse, car il était l'auteur de la moitié des buts inscrits par son équipe. Encore aujourd'hui, Gunnar Andersson reste le meilleur buteur de l'histoire du club, avec 194 buts en 250 matchs. Andersson quittera le club en 1958, et la saison suivante, l'OM s'effondre, échappant depuis plusieurs années, on l'a dit précédemment, à la Ligue 2. Marseille est relégué pour la première fois de son existence lors de la saison 1958-1959. La saison 64-65 frôle le cataclysme pour un OM toujours autant en difficulté, qui lutte cette fois pour ne pas descendre en 3ème division française. Cette saison catastrophique se conclut à la 14ème place de Division 2. L'OM est donc à la peine sportivement, mais connaît aussi de gros manques sur le plan financier. En effet, le public boude le Vélodrome qui bat son pire record d'affluence lors d'un match contre l'US Forbach, 434 spectateurs. À cette époque, la billetterie est la source de revenus majeure des clubs. Pas de droits télé, pas de sponsors sur le maillot. L'absence de public cause un manque à gagner énorme dans les caisses et les dirigeants envisagent le dépôt de bilan avec l'idée peut-être de créer un nouveau club de football à Marseille. L'OM est au plus bas et c'est à ce moment qu'intervient Marcel Leclerc, journaliste marseillais. Il reprend les rênes du club et surtout renfloue les caisses alors bien vides. Le nouveau président de l'OM arrive la tête pleine d'ambition et veut frapper fort. Il change une grande partie de l'effectif avec 8 nouvelles recrues et la première saison est réussie, 2ème de division. Les Marseillais retrouvent donc la première division avec Mario Zatelli comme entraîneur. Ce dernier sera d'ailleurs remercié, décision assez surprenante au vu de la promotion, et il partira entraîner la réserve de l'OM. Depuis son retour en première division, l'OM se construit. Son effectif s'étoffe de nouvelles recrues et l'équipe progresse jusqu'à remporter le championnat en 71. La saison suivante, avec Zatelli finalement de retour à la tête de l'équipe première, l'OM réussit même à faire le doublé. L'OM est alors redevenu la meilleure équipe de l'Hexagone. Mais alors comment expliquer un tel revirement? Le rachat par Marcel Leclerc n'a pas forcément apporté de stabilité au poste d'entraîneur. Les changements de coach ont été très réguliers et Zatelli, dont on parlait un petit peu avant, est revenu jusqu'à 4 fois sur le banc de l'OM en à peine 7 ans. En revanche, l'argent amené par Marcel Leclerc a sans aucun doute apporté la stabilité financière qui manquait au club et a permis de recréer un cercle vertueux. Plus d'argent, plus de résultats, plus de public au Vélodrome et donc plus d'argent. Les fonds ont permis de recruter des joueurs de grande qualité et notamment un duo d'attaquants de grande classe. Josip Skoblar, seul joueur de première division à avoir remporté le soulier d'or dans l'histoire, récompense donnée au meilleur buteur tout championnat confondu sur une saison. Il détient encore aujourd'hui le record de buts marqués en une saison de Ligue 1, 44. Skoblar est un joueur hargneux, très nerveux sur le terrain mais aussi avec beaucoup de sang-froid pour finir les occasions et finalement on ne marque pas 44 buts en une saison sans une certaine dose de talent. Skoblar est surtout bien accompagné avec Magnusson, l'ange blond, un ailier virevoltant, rapide, dribbleur et très bon centreur. Skoblar et Magnusson ont construit une synergie faisant des ravages et ayant hissé l'OM au plus haut niveau du football français.
Après le titre en 72, les résultats sportifs de l'OM deviennent un petit peu plus ordinaires. Marcel Leclerc a quitté la présidence du club, soupçonné notamment de détournement d'argent, et Marseille remporte finalement qu'un seul trophée entre 72 et 80, une Coupe de France en 76. Si les trophées ne suivent pas, l'OM compte dans ses rangs des joueurs iconiques de son passé. En 1974, l'OM fait 2 gros coups en recrutant 2 stars brésiliennes, Paulo César, considéré par le roi Pelé comme son successeur, tout simplement, et Jairzinho, meilleur buteur de la Coupe du Monde 1970 avec la Seleção. L'engouement pour ces recrues est sans précédent. 10 000 supporters sont venus acclamer Jairzinho au centre d'entraînement qui débarque très humblement sur le terrain en moto. Leur mandat fut trop rapidement écourté. Jairzinho sera suspendu 2 ans, dont un sursis pour l'agression d'un juge de touche. Paulo César ne fera lui qu'une saison en terre phocéenne et retournera au Brésil à Fluminense. Mais les 2 Brésiliens restent gravés dans la mémoire des Marseillais pour l'engouement, pour les personnages qu'ils étaient et bien sûr pour leurs exploits sur les terrains en France. Plus reculé, sur le terrain, l'OM bénéficiait aussi à cette époque d'un certain Marius Trésor. D'abord positionné comme latéral droit, le jeune défenseur guadeloupéen sera très vite repositionné dans l'axe. On pourrait demander l'avis aux supporters marseillais, mais Marius Trésor est à mon sens l'un des meilleurs joueurs que l'histoire de l'OM ait connu. Plutôt rare d'ailleurs pour un défenseur central, on se souvient ici plutôt des grands attaquants, mais le talent de Marius Trésor était sans équivoque, un défenseur autoritaire, rude, mais doté d'une certaine classe sur le terrain. Ses performances lui vaudront d'être appelé régulièrement en équipe de France, et avec l'OM, il jouera 289 matchs. Parmi cette liste de grands joueurs, l'OM aurait même pu y ajouter un nom encore plus prestigieux, encore plus reconnu à l'international. On parle ici de Johan Cruyff. En effet, Cruyff annonce sa retraite, on est alors en 1978, mais un an plus tard, à 32 ans, l'Hollandais volant veut reprendre du service. Son beau-père est également agent, propose les services du joueur à l'OM, qu'il avait déjà affronté en Coupe des clubs champions 71. Problème, l'OM remplit déjà son quota de 2 joueurs étrangers dans ses rangs, et surtout Marseille en fait n'a plus d'argent dans les caisses à cette période. Le transfert sera donc impossible et Cruyff partira finalement aux États-Unis. La fin des années 80 sera très compliquée pour l'OM. Lors de la saison 79-80, les Olympiens rendent la pire copie depuis bien longtemps. Stoppés en 32e de finale de Coupe de France, ils retombent surtout à l'issue de la saison en 2e division. L'histoire se répète pour Marseille, comme pour sa première relégation dans les années 60. Les résultats insuffisants en 2e division n'attirent plus et les problèmes financiers s'amplifient en conséquence. En avril 81, l'OM n'a plus d'argent dans les caisses et met une grande partie de ses joueurs, de son personnel et notamment aussi son entraîneur Albert Batteux au chômage. L'Olympique de Marseille est voué à disparaître, mais un homme s'y accroche. Il s'agit de Jean Sadoul, président du groupe des clubs professionnels, qui tient le club à bout de bras et arrive à conserver des structures provisoires pour le club. Marseille doit en revanche finir sa saison sans aucun joueur pro dans ses rangs et se retrouve donc obligé à envoyer ses jeunes du centre de formation pour les 6 derniers matchs restants en Division 2. Contre toute attente, les Minots se défendent, tiennent tête malgré la différence de niveau et mieux que ça, ils ne perdent aucune des 6 rencontres, allant même chercher une victoire contre Montpellier, alors champion de D2. L'OM est bien maintenu en 2e division grâce à ces jeunes qui l'ont littéralement sauvé. Après cette saison, rachetée par Jean Carieux, directeur d'une entreprise de bâtiment, Marseille va pouvoir survivre et reprendre sa marche vers l'avant jusqu'à la remontée en Division 1 lors de la saison 1984. L'année 86 voit l'arrivée d'un nouveau président à l'OM, Bernard Tapie, qui rachète le club pour un franc symbolique. Son ambition est claire, guider le club vers un titre européen, et sur le moment, elle semble totalement démesurée. Il y a 2 ans, l'OM était encore au bord du gouffre, en 2e division, et depuis, l'équipe est plutôt habituée au bas de tableau en Division 1. Cette ambition sera servie par les fonds financiers qu'injecte Tapie pour bâtir un effectif performant. Il déclare même à son arrivée, quand il y a 30 000 spectateurs au stade, on compte autant de sélectionneurs. J'ai dit, il faut les moyens et les hommes. Il y a les moyens, il n'y a pas les hommes. Tapie tiendra sa promesse et fera défiler de grands noms à l'OM. Celui qui marquera le plus les esprits sera sans doute Jean-Pierre Papin, adoré du Vélodrome. Jean-Pierre Papin était au départ un jeune attaquant assez maladroit, mais il est très vite devenu un excellent finisseur. Surtout, il était régulier et sur ses 5 saisons à l'OM, pas une n'a fini en dessous de 20 buts. Tout le monde a déjà entendu parler bien sûr des papinades. Généralement, ce genre de but, une retournée acrobatique, certains joueurs en marquent 1 ou 2 dans leur carrière. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que Jean-Pierre Papin était apparemment à cette époque coutumier du fait. Il inscrivait régulièrement
des papinades, et finalement c'était plus qu'un éclair de génie, c'était vraiment une vraie marque de fabrique. JPP était donc adulé au Vélodrome car bien sûr il marquait des buts, mais le peuple marseillais était aussi très adepte de sa mentalité, car Papin ne trichait jamais, il était un guerrier qui se transcende, qui donne tout sur le terrain, qui n'abdique jamais. Pour illustrer tout ça, on peut parler d'une anecdote qui a lieu le 16 septembre 1989. L'OM doit affronter Saint-Etienne. Jean-Pierre Papin, durement blessé et ne pouvant à peine poser le pied au sol, sera sans doute forfait pour le match, mais ce n'était pas de la vie du joueur qui, sur les conseils de sa grand-mère, applique une escalope de veau sur sa blessure pour effacer la souffrance. Alors pourquoi pas de l'Atlas? Pourquoi une escalope? Ça, je ne sais pas, mais JPP joue finalement le match contre Saint-Etienne et avec son escalope, il marque même 2 buts durant la rencontre. Pour conclure sur Jean-Pierre Papin, il était une légende du club, mais aussi une légende à l'échelle mondiale, recevant notamment le Ballon d'Or en 1991. En parlant de grands noms du football, Tapie n'était pas loin aussi de faire venir un des meilleurs joueurs du monde au Vélodrome. En effet, Bernard Tapie avait bien établi un contact avec El Pide de Oro, le grand Diego Maradona. Le sachant désireux de quitter Naples, Tapie envoie Michel Hidalgo présenter le projet marseillais à l'Argentin. Ce dernier aurait été séduit par ce qui lui a été présenté, mais le rapprochement se fait rapidement savoir à Marseille, la rumeur circule et éclate au grand jour dans la presse. Tapie s'en prendra aux journalistes et il pourra, car quelques jours plus tard, Maradona doit publier un communiqué sur toute cette histoire, un communiqué annonçant qu'il restera à Naples. Pas de Maradona donc, Jean-Pierre Papin sera bien le seul grand attaquant de l'OM qui retrouve les sommets. De 1989 à 1992, l'OM obtient 4 titres de champion consécutifs. Tapie était très proche d'atteindre son objectif européen. On rappelle, il veut gagner un titre européen. C'était lors de l'année 1991 où son équipe atteint la finale de la Coupe des clubs champions, l'ancienne Ligue des Champions. Marseille doit alors affronter l'Étoile Rouge de Belgrade, un match qui semble largement à la portée des Marseillais, doté d'un trio offensif redoutable, JPP en pointe inévitablement, mais aussi Abedi Pelé à gauche, et puis l'anglais Chris Waddle à droite. Le trio magique n'arrive pas à allumer la flamme lors de cette finale et Belgrade ne lâchera rien. 0-0 score final, la rencontre ira jusqu'au tir au but où l'OM craque et perd 4-5. Papin et Waddle partiront en 1992, remplacés par Bosic et Voller. A noter aussi la signature d'un certain Marcel Desailly pour renforcer l'arrière-garde. L'OM logiquement joue encore cette saison la Coupe des clubs champions dans un format un peu particulier, réparti en 2 poules. Les 2 équipes arrivant premières s'affronteront directement en finale. L'OM se qualifie à nouveau en sortant première de son groupe A aux dépens des Rangers, de Bruges et de Moscou. En face, ils affronteront donc le vainqueur du groupe B, le grand Milan AC de Baresi ou encore de Van Basten. Cette finale est bien plus compliquée, mais elle doit être celle de la rédemption pour les hommes de Raymond Goethals, qui est l'entraîneur belge à l'époque, très apprécié des supporters, qui l'appelait notamment Raymond la Science. Le Milan AC sera donc un adversaire de taille, mais de la taille, il y en a aussi chez le défenseur Basile Boli, 43e minute. Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau, et but de Boli. Le défenseur olympien inscrira l'unique but du match. L'OM est champion d'Europe, à jamais le premier club français à avoir réussi cet exploit. L'Olympique de Marseille a connu le plus haut pic de son histoire avec ce titre européen, mais la redescente sera terrible. Le 22 mai 1993, une affaire de corruption éclate au grand jour. Une somme d'argent aurait été proposée par Bernard Tapie et d'autres dirigeants olympiens au club de Valenciennes, l'adversaire de l'OM juste avant la grande finale contre Milan. Il était demandé à certains joueurs valenciennois de lever le pied pour éviter toute blessure et pour préserver les Olympiens avant le grand rendez-vous européen. Cette tentative de corruption coûtera très cher à l'OM. Son titre de champion de France lui est retiré. L'OM est exclu de toute compétition européenne la saison suivante. Et puis la Ligue condamne le club à être relégué en 2e division. Tapie quittera la présidence le 11 décembre 1994. On avance un petit peu dans le temps dans cette histoire et on est alors dans les années 2000. L'OM est sous la propriété de la famille Louis Dreyfus qui détient une majorité des parts du club. Pape Diouf est alors le président sportif de l'Olympique de Marseille. Et le chapitre que je vais vous raconter a lieu plus précisément le 5 mars 2006. Le PSG reçoit l'OM pour un classico au parc. Pape Diouf se révolte alors, il juge
le quota de places proposé aux Marseillais trop insuffisant et estime que les conditions de sécurité pour recevoir les supporters marseillais ne sont pas réunies. Diouf menace de boycotter le match, mais rien n'y fait. Le match aura lieu, d'accord, mais Diouf enverra l'équipe réserve affronter le PSG. Le match commence, les minots s'arrachent, restent solidaires face à une équipe parisienne huée par ses supporters, honteuse de ne pas trouver la faille face aux minots de l'OM. L'envie des jeunes compense le déficit de niveau et les minots réussiront l'exploit d'arracher le 0-0 au parc. Ils seront accueillis comme des héros à leur retour en gare Saint-Charles. Diouf, lui, s'attirera les foudres de la Ligue, de Canal+, le diffuseur, mais par contre unira tout le peuple marseillais autour de lui qui apprécie le geste du dirigeant à leur rencontre. La dernière ère victorieuse est celle avec Deschamps à la tête de l'équipe. Pourtant, la saison 2009-2010 n'était pas destinée à un tel succès. Plusieurs événements sont venus troubler le club. Un climat de tension règne entre Vincent Labrune et Pape Diouf, et ce dernier sera remplacé par Jean-Claude Dacier. Éric Guéretz, l'entraîneur de l'OM qui vient d'offrir une deuxième place au club, tarde à renouveler son contrat après que Robert Louis Dreyfus ait déclaré dans la presse « Il ferait mieux de terminer premier ou deuxième, sinon nous aurons un problème ». Robert Louis Dreyfus, d'ailleurs, actionnaire majoritaire du club, décède d'une leucémie le 4 juillet 2009. Autant dire que le contexte dans lequel arrive Didier Deschamps est très compliqué. Et pour ne rien arranger, l'OM, qui vise le titre, se retrouve distancé à plus de 10 points de la première place à la trêve hivernale. Mais les Bleus et Blancs inversent la tendance en deuxième partie de saison. Une très bonne seconde partie avec 8 victoires consécutives. En parallèle, l'équipe de Deschamps remporte la Coupe de la Ligue, un premier trophée pour le club depuis 17 ans maintenant. Et pour revenir sur leur remontée en championnat, elle se conclut parfaitement puisqu'elle aboutit sur un titre de champion de France. Cette OM version 2009-2010 comptait dans ses rangs des noms qui vont peut-être vous parler: Mathieu Valbuena, Lucho González, Heinze, Hilton ou encore bien sûr Steve Mandanda, mais surtout Didier Deschamps disposait d'une arme offensive redoutable devant. Et finalement l'histoire de l'OM, c'est un peu l'histoire des grands attaquants du club. On parle ici du légendaire Mamadou Niang qui finit meilleur buteur de la saison avec 18 buts. La suite sous Deschamps fut aussi plutôt prolifique, pas de nouveaux titres de champion certes, mais 3 coupes de la Ligue consécutives. Sur le plan européen, l'OM se hissera jusqu'en quart de finale lors de la dernière saison de l'ère Deschamps, et ça c'est d'ailleurs après avoir créé l'exploit en 8e contre l'Inter Milan avec ce contrôle du dos, frappe enchaînée iconique de Brandao. Ces 5 dernières saisons ont été marquées pour moi par 3 phases. Une phase d'espoir, une phase de désespoir et une phase de reconquête. La phase d'espoir, bien évidemment, c'est la période où Franck McCourt arrive en tant qu'actionnaire principal de l'Olympique de Marseille. Il va porter un projet, le Champions Project. Et on doit l'avouer, au bout d'une saison et demie, Marseille est dans les clous. L'Olympique de Marseille est en passe de pouvoir se qualifier directement en Ligue des Champions par le championnat et l'OM est en finale de l'Europa League. Malheureusement, en l'espace de 10 jours, l'OM va tout perdre et même Rudy Garcia va perdre énormément de crédit auprès et aux yeux des supporters de l'Olympique de Marseille. L'OM va rentrer dans une phase de désespoir parce que les supporters vont avoir en ligne de mire Jacques-Henri Hérault, son président, mais également Rudy Garcia. Et cette saison 2018-2019 va évidemment être très délicate pour l'OM. Phase de désespoir dans laquelle on va avoir un rayon de soleil. Le rayon de soleil, c'est André Villas-Boas. André Villas-Boas va remettre l'OM au milieu du peuple marseillais et va vraiment défendre l'institution olympique de Marseille auprès de tout le monde. Il va réussir à savoir parler à ses supporters. Il va réussir à savoir parler à tous les autres clubs. En point d'orgue, bien évidemment, sa victoire face au Paris Saint-Germain mettant une dizaine d'années de disette face à la capitale parisienne. Mais surtout, il va permettre à l'OM de se qualifier directement à la Ligue des Champions. Alors malheureusement, on sait comment l'OM va finir en Ligue des Champions la saison suivante. On sait aussi que André Villas-Boas va devoir quitter l'OM en homme libre. On sentait le technicien portugais ne plus avoir la mainmise sur les décisions du sportif avec l'arrivée de Pablo Longoria. Un Pablo Longoria qui va prendre la place de Jacques-Henri Hérault parce que les supporters l'avaient clairement en ligne de mire et un président comme ça ne pouvait pas tenir sa place à l'Olympique de Marseille. Et puis, on est en phase de reconquête. Reconquête avec ce président Pablo Longoria qui a été chercher l'entraîneur Jorge Sampaoli en mars l'année dernière, mars 2021. Et il a eu le crédit, le mérite de qualifier l'OM en Europa League. Et là, il amène l'OM peut-être qualifié directement en Ligue des Champions, on va le savoir dans les prochains jours. Donc phase de reconquête parce que l'OM a été de nouveau en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Certes,
c'est la Conference League, mais ça replace encore une fois le parcours de l'OM dans cette Europe qu'il mérite tant. Alors, il y a évidemment 3 points qui sont importants ici. Il y a une ligne directrice qui est en train de se mettre en place à l'Olympique de Marseille qui représente la ville de Marseille et son côté multiculturel. On a un président et on a un actionnaire qui est américain, on a un président qui est espagnol, on a un entraîneur qui est argentin et on a un symbole pour moi qui se dégage de cet Olympique de Marseille qui est français, c'est Matteo Guendouzi qui représente la combativité, la hargne, l'abnégation, la force de toujours se battre et de défendre les couleurs de l'OM et de se mouiller le maillot. Et ça c'est important, ce côté multiculturel il représente la ville de Marseille. On va voir quel sera l'avenir, mais l'avenir semble beau. On espère bien évidemment que l'OM se qualifiera pour la Ligue des Champions directement et que cet Olympique de Marseille va pouvoir construire un effectif pour défendre sa place et défendre les couleurs françaises en Europe. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette rétrospective de l'OM, un club mythique à l'histoire bien trop riche pour qu'on la raconte entièrement en une seule vidéo. On aurait pu aussi parler du passage de Bielsa sur le banc, du parcours en Europa League jusqu'en finale face à l'Atlético Madrid, du succès de Payet actuellement. Grand merci d'ailleurs à Christophe de la chaîne CM Football pour son intervention, n'hésitez pas à aller voir son travail. J'espère toutefois que la vidéo vous a plu, que cette série de vidéos sur les histoires de clubs vous plaît. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo sur l'Inter, je vous invite à aller la voir, n'hésitez pas. Et sur ce, on se dit à très vite. Salut.